Dominique Eddé. Vous êtes écrivaine, romancière, essayiste. Votre dernier ouvrage qui est paru en 2024, c'est Le Palais Mawal. Vous avez écrit des nombreuses tribunes, notamment depuis le 7 octobre. Vous avez touché du doigt toutes les problématiques de ce conflit, l'antisémitisme, mais aussi, et je dirais même et surtout, la destruction systématique de Gaza, puis une politique menée par Israël de nettoyage ethnique et même d'extermination d'une population. Et je pense qu'on y reviendra très longuement ce soir. Pierre Aski, vous êtes journaliste, vous avez commencé à l'AFP, puis à Libération, vous êtes fondateur du site Rue 89. Ensuite, vous êtes maintenant désormais président de Reporters sans frontières, et vous êtes connu, je pense, de tous ici pour vos chroniques quotidiennes qui ont un succès fou sur France Inter. Vous avez publié il y a quelques mois Une terre doublement promise aux éditions Stock, et plus récemment Décolonisation africaine, également aux éditions Stock. Ma première question est la suivante. Où est-ce que nous avons totalement basculé, comme l'ont théorisé notamment beaucoup d'intellectuels américains au moment de l'élection, la réélection de Donald Trump, dans un nouveau monde? Et si tel est le cas, à quoi ressemble-t-il ce nouveau monde aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Au secours. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a 2 jours. Je lisais la revue Le Grand Continent, et dans cette revue, tous les articles sur l'intelligence artificielle. Et je tombe sur un article d'un certain Juan. Je lis cet article que je trouve édifiant, et c'est sur l'hypnose que produit l'intelligence artificielle sur les esprits, avec une formule qui est la colonisation de l'inconscient. Et j'écris à un ami et je lui dis ce texte est édifiant, mais je ne vois pas où est l'être. Et il me dit, vous ne croyez pas si bien dire, c'est un texte de 2 intelligences artificielles. Alors j'ai été prise d'une espèce d'effroi, parce que moi qui me croyais totalement à l'abri de ce type de piège, et qui m'enorgueillissait un peu, je me suis dit que vraiment, s'il y a une résistance à mettre en action précisément, à temps plein aujourd'hui, autant qu'on peut, c'est la résistance à ce qu'on est en train de nous fourguer sans que nous ne sachions exactement ni quoi ni qu'est-ce, et qui a souvent une force de persuasion telle que nos défenses tombent. Et cette force de persuasion dont je parlais récemment dans un entretien, qui est aussi celle du mensonge, fait tomber les défenses, parce que les factures de la vérité sont tellement élevées que très peu d'entre nous ont envie de les payer. Je pense que nous avons quelque chose à transmettre de ce monde qui a échoué, mais qui a échoué en produisant de la lumière, et que ce serait dommage. Ce serait dommage de penser que l'avenir doit se couper du passé. Je ne crois pas qu'on soit déjà passé dans le monde d'après, si tant est qu'il y en ait un. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y ait une rupture à un moment où on dira on est passé de l'autre côté. Mais en revanche, la veille de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, donc le 19 janvier, Marco Rubio est au Sénat américain. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, il dit cette phrase: l'ordre mondial, l'ordre international, donc celui créé en 1945, nous a bien servi, nous les Américains, pendant longtemps. Aujourd'hui, il est non seulement obsolète, mais il est utilisé comme une arme contre nous. Et il nous appartient d'en créer un nouveau. Et on n'a pas, je pense, relevé ce point, alors qu'il montre un tournant incroyable. On avait depuis des années la contestation de cet ordre international par plusieurs forces qui n'étaient pas unis, et qui n'étaient pas forcément les mêmes. Des pays du Sud qui contestaient le fait que cet ordre avait été créé à un moment où les empires coloniaux existaient. Il y avait 50 pays aux Nations Unies à sa création, il y en a 200 aujourd'hui, et les 150 autres, ils n'ont pas leur mot à dire sur la marche du monde. Les Chinois ou les Russes qui trouvaient que cet ordre était trop façonné par les États-Unis et qui voulaient renverser la table. Mais il y avait de l'autre côté
ce qu'on appelle, ou ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours, sans doute à tort, l'Occident. Donc les États-Unis, l'Europe en particulier, qui voulait préserver cet ordre international, l'amender aux marges, etc., mais préserver cet ordre, comme on dit en anglais, rule-based, basé sur le droit, etc. Bon, on reviendra là-dessus après. Et tout d'un coup, le leader du monde libre, le gardien de cet ordre international, il dit c'est fini, moi aussi je rejoins ceux qui veulent renverser la table. Et c'est vertigineux comme changement. Et ça explique, et le fait qu'on ne l'ait pas vu, qu'on ne l'ait pas compris comme ça, explique le désarroi dans lequel une bonne partie du monde se trouve. À commencer par l'Europe. Je pense que le désarroi est plus grand en Europe que peut-être ici, parce que nous, on est le village d'Astérix de cet ordre international. On est les derniers à y croire et à le défendre, dans un monde qui est passé à autre chose, qui est passé au rapport de force, qui est passé à la violence, qui est passé au changement par la force et plus par le droit. Formidable. Ce que je veux dire, c'est qu'on est aujourd'hui dans un monde dans lequel il n'y a plus de règles. La preuve, ce qui se passe dans cette région. Je veux dire, cette région, on est l'archétype, mais Poutine avait précédé Netanyahou d'un an en envahissant l'Ukraine et en violant la Charte des Nations Unies. Et on pourrait remonter à des décennies de non-respect de ces règles. Mais là, on est passé à du non-respect qui se double d'une volonté de renverser la table et de changer l'ordre international. Moi, je ne crois pas qu'on soit dans un nouvel ordre international. On n'y est pas encore. Le monde hésite entre deux voies. L'une qui serait la victoire de ceux qui croient au rapport de force, donc un monde qui serait le 19e siècle, qui serait basé sur le retour des empires, le retour de la force. J'aime bien un petit bout de Liban, mais je le prends. Voilà, t'es pas content, je te bombarde. C'est ça le rapport de force. C'est ce qu'a fait Poutine, c'est ce que font plein de prédateurs dans le monde qui se disent bah, c'est chouette, il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de règles, on y va. L'autre voie, c'est que cette tentative de baser le monde sur les rapports de force, donc le retour des empires, échoue. Et qu'à un moment, on se met autour d'une table et on recrée un ordre international. Ça s'est fait à plusieurs reprises dans l'histoire. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a besoin d'une guerre mondiale pour créer un nouvel ordre international? Est-ce qu'on peut espérer qu'on s'épuisera avant et qu'on se mettra autour de la table avant? Souvent, mes amis de l'Orient le jour me disaient « Mais attends, pourquoi tu reprends toujours cette même idée de la toute-puissance de l'argent et de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elles ont à faire là-dedans? Tu étais en train de nous parler d'Israël, et tu étais en train de nous parler et tu nous ramènes la toute-puissance de l'argent et l'intelligence. C'est le luxe de vieillir. C'est qu'on peut, en effet, aller droit à l'essentiel, c'est-à-dire que tout actuellement se négocie avec du fric, que les pays se vendent, s'achètent partout, et qu'on le sait partout, et qu'on fait comme si. Et donc, il y a tout un langage qui est en train de s'effondrer, mais qui tient encore. Pourquoi? Parce que les poches en ont besoin. Or, nous sommes actuellement dans un monde qui est dirigé par l'argent. Ceci est une bonne nouvelle. Pourquoi, Pierre? Parce que cet argent a comme instrument de gouvernance une intelligence artificielle de plus en plus performante. Et tout ça est en train de nous passer sous le nez à une allure incroyable, parce que pendant ce temps, nous avons les images des enfants qui meurent à Gaza. Alors comment on fait pour continuer à penser le monde et à survivre à cet enfant qui, il y a 1 minute, vivait encore et ne vit plus. Et il y en a un derrière, et un troisième. Mais on ne peut plus passer à côté de cette toute-puissance de l'argent. Tout est en train de s'acheter. Tout. Il y a ici des membres du gouvernement. Je voudrais demander, qui finance l'armée ici au Liban? Mais il faut des dingues comme moi pour poser ce genre de questions. Parce que par définition, c'est les questions qu'on veut éluder. À force d'éluder, l'être, la chose qui fait que nous ne sommes pas des robots, cette chose fragile, cette chose qui tient à 3 fois rien, nous tenons à un fil, nous tenons à 3 fois rien. Et ce 3 fois rien, on est en train de le traiter
par-dessus la jambe. Comment vous expliquer que Trump arrive, dise des choses aussi énormes et qu'il faille à ces millions d'Américains autant de temps pour commencer à dire stop? Vous imaginez combien notre faculté de résistance est atteinte? Nous sommes tous atteints d'une maladie tragique qui est de ne plus précisément, comme disait Bernard, que j'ai adoré tout à l'heure, réagir. Parce qu'avant d'agir, il faut encore réagir. Et encore réagir, c'est là que Pierre écrit dans l'Observateur, mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? C'est la déshumanisation totale en Israël. Et il a fallu attendre presque 2 ans pour que des personnes intelligentes, cultivées, qui vivent de leurs écrits, commencent à se dire « Ah non, mais là, il va falloir sortir du silence ». 19 mois, Pierre, de massacre quotidien pour se réveiller. C'est le même symptôme qu'aux États-Unis. Et c'est le même qu'ici, c'est-à-dire que nous encaissons ce qui n'est pas encaissable. Nous avons encaissé la Syrie pendant 50 ans, c'est-à-dire qu'à 2 pas de chez nous, on torturait dans les geôles, en veux-tu, en voilà. Et je pense que c'est la dissidence qui nous sauvera. Vous me dites comment agir. Je vous dis, moi, mon message, soyez dissidents. Je pense que ce qui nous menace le plus, c'est de céder au sentiment d'impuissance. En gros, on vote et ça sert à rien, ça alimente le populisme. On a le sentiment internationalement que on est impuissant à faire quoi que ce soit à Gaza parce que l'Europe ne pèse pas lourd, par exemple, en ce qui nous concerne, et que c'est Trump qui a les clés, que Trump laisse faire. Voilà, tout ce sentiment d'impuissance, il est à tous les niveaux. Il est au niveau international et il est au niveau individuel. Et je trouve que c'est un très beau concept, l'idée d'agir. Mais pour ça, il faut surmonter les peurs, il faut surmonter la résignation qui nous guette à tout moment, surtout quand on a vu les accumulations d'échecs. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, parce que l'argent et l'intelligence artificielle sont hyper puissants, mais il y a une chose qui n'est pas contrôlable. C'est le petit grain de sable dans les grandes machines historiques. Et quand on pense à ce qui s'est passé en Iran après la mort de Mahsa Amini, l'homme qui s'est immolé en Tunisie et qui a renversé une des dictatures qu'on pensait impossible, la révolution libanaise qui démarre pour WhatsApp, tout ça c'est des petits grains de sable, c'est des choses que personne n'a planifiées, que personne n'a imaginées, que personne n'a même intégrées dans les grandes stratégies politiques et qui pourtant change, ça échoue 3 fois sur 4, 5 fois sur 5, mais ça n'empêche pas de recommencer. C'est là qu'il y a quand même aussi une porte de sortie mentale. Je suis tout à fait d'accord, j'adore cette idée du grain de sable et elle est ce qui me réveille chaque matin, sans quoi il n'y aurait plus rien à faire. Mais Pierre, je pense, pour revenir à l'Europe, que l'Europe devait jouer un rôle de très gros grain de sable qu'elle n'a pas joué. C'est-à-dire que l'Europe devait précisément donner le contre-exemple de ce qui se passait ou du côté de Poutine ou du côté de Trump, et que le réveil est très tardif et pour l'instant encore balbutiant. J'ai dit récemment dans un entretien avec Pascal Boniface que lorsque la France a organisé la manifestation contre l'antisémitisme en novembre 2023. La France a raté un rendez-vous historique, gravissime. C'était le moment ou jamais où il fallait appeler tout le monde, les Maghrébins, les Juifs, les non-Juifs, les Blancs, les Nains, les Grands, tout le monde, pour descendre dans la rue. Au lieu de quoi? Pour s'acheter des bonnes consciences à très bas prix. On décide que non, on va uniquement défendre l'antisémitisme, mais c'est comme ça qu'on l'allume. Et si on le dit, on se fait trucider. On se fait trucider. Et comment toute la classe politique française s'est laissée embarquer par des Sarkozy, des Bernard-Henri Lévy, qui ont été faire la politique étrangère de Macron? C'est de la folie totale. Ils sont descendus comme un seul homme.
C'était, mais vraiment emmener la France dans le mur. Vous imaginez si on avait eu tous les Mohammed et les Sharon et les machins ensemble dans les rues, mais on gagnait, mais un temps extraordinaire sur l'histoire. Et Trump aurait regardé ça collé à son télévision en se disant « Oh, great, they can do it, yes ». L'histoire, elle est faite d'occasions manquées, de rendez-vous manqués. Et c'est vrai que l'Europe, elle en a raté un paquet de rendez-vous, avec elle-même et avec le reste du monde. Pourquoi il n'y a pas de politique européenne au Moyen-Orient? Parce que le lendemain, quelques jours après le 7 octobre, le ministre de l'économie allemand, chef de file des Verts, fait une vidéo pour expliquer la position du gouvernement allemand. Et il commence par cette phrase. Il dit « Nous sommes le pays qui a voulu exterminer les Juifs ». Et à partir de là, tout s'arrête. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de politique européenne quand le principal pays européen, avec la France, a une part de ce postulat. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'est dans Haaretz des intellectuels israéliens qui ont répondu aux Allemands en disant « Vous tirez les mauvaises leçons de l'histoire ». Absolument. Voilà. Et donc, le drame, moi je pense, je suis assez critique de ce qu'a fait la France pendant au moins la première année, c'est que je pense qu'on a détourné le regard à partir de la deuxième intifada, à partir du début des années 2000. On a conclu, ok, Oslo c'est mort, la paix ne viendra jamais. Et puis, il y a un dirigeant français qui m'a fait un jour un aveu, quelques jours après le 7 octobre, je ne dirais pas qui, il m'a dit une chose, il m'a dit, on a fini par croire ce que disaient les Israéliens. C'est-à-dire que la question palestinienne n'intéresse plus personne. Regardez... Les Arabes en premier l'ont cru. Justement, les Émirats renouent avec Israël sans poser la question palestinienne, etc. Pourquoi nous, Européens, on va être plus royalistes que le roi? Ce qui fait que pendant 20 ans, on a détourné le regard. Et quand il y a eu le 7 octobre, il y a une génération entière qui n'a rien compris. Moi, j'appartiens à une génération, on est de cette génération dans laquelle on a grandi avec le conflit israélo-palestinien. Moi, ça fait partie de mes plus vieux souvenirs d'adolescence. La guerre de 67, les premiers signes d'occupation, les premiers signes de résistance, etc. On baignait là-dedans. Après, Arafat était à Paris un jour sur deux. C'est Mitterrand qui l'a exfiltré de Beyrouth en 82. Et je pense qu'Emmanuel Macron, générationnellement, il est de cette génération qui n'a jamais été sensible à cette problématique parce qu'elle était lointaine, elle est absente. Et on ne se fait pas une culture du Moyen-Orient en quelques jours. Non, surtout pas quand on passe ses insomnies à discuter avec BHL. Ça, c'est oui. vrai. S'il n'y a pas de reconnaissance du mal qui a été fait aux Palestiniens, rien ne pourra se détendre et on aura beau bombarder le Hamas du matin au soir, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui fait que la question palestinienne était totalement absente des manifestations qui ont plutôt été portées par ce qu'on a longtemps appelé la gauche israélienne? Parce que les Israéliens ont conclu de l'échec d'Oslo et de la deuxième intifada que la paix était impossible. Voilà. Effectivement, on peut parler des rendez-vous ratés, les manifs ratés, les croisements ratés. Il y a quand même... l'histoire n'est pas finie. Et c'est peut-être en ce moment qu'il faut être peut-être plus fort encore et plus mobilisé encore. Et ce qui se passe en Israël est intéressant parce que pour la première fois depuis quelques semaines maintenant, il y a des gens qui demandent l'arrêt de la guerre, point. Non pas l'arrêt de la guerre pour faire libérer les otages, mais l'arrêt de la guerre tout court. Et il y a 10 jours, une grande réunion publique à Tel Aviv avec 5000 personnes en hébreu et en arabe avec des Palestiniens et des Israéliens. Et le titre, c'était « The time is now ». Voilà. Et ce petit réveil-là, ces 5000 personnes, ce n'est pas les 200 000 de 1982 contre Sharon, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis le 7 octobre. Et en plus, moi j'avais l'impression que ça serait impossible tant qu'il y avait encore des otages, parce que la question des otages pèse de manière très très forte sur la population israélienne. Mais malgré tout, aujourd'hui, je pense qu'il y a une partie minoritaire, très minoritaire, mais elle existe et c'est salutaire, des Israéliens qui réalisent ce qui est fait en leur nom à Gaza. Le fait qu'il y ait 50% des réservistes qui refusent de répondre
aux appels de l'armée. Oui, c'est très important. C'est quand même très significatif. C'était 100% qui répondaient oui après le 7 octobre. Il n'y a pas eu une défection après le 7 octobre. Humainement parlant, il y a des choses exceptionnelles. La résistance n'a jamais été que l'effet d'une minorité. Mais c'est sur cette minorité-là qu'il faut travailler. Et sur le mensonge. Parce que le mensonge des deux côtés, je ne dirais pas du côté palestinien, mais du côté arabe et du côté israélien, on a battu des records dans le domaine du mensonge. Et les peuples ont avalé et se sont finalement repliés de manière communautaire. Et c'est là pour moi le désastre à l'heure actuelle, c'est que toutes les logiques redeviennent communautaires au moment où elles doivent être au contraire universalistes. Mais pourquoi ? Parce que Israël a profité de manière à la fois très intelligente et très fourbe l'indigence totale des régimes arabes. Et donc, plus les régimes arabes ont raté les coches les uns après les autres, plus Israël a abusé. Et en réalité, tous les peuples ont été abusés, et je crains que le peuple israélien ne soit beaucoup plus abusé qu'il ne pense l'être aujourd'hui. Il y a quand même une opportunité aujourd'hui de faire naître d'une manière ou d'une autre une coalition de ceux qui veulent que ça s'arrête et qu'il y ait une justice pour les Palestiniens d'une manière ou d'une autre. On ne va pas parler des deux États parce que c'est une utopie lointaine. Il y a des petites lumières qui s'allument. Moi, je suis frappé de voir à quel point il y a eu un basculement de l'opinion. C'est que la vraie question qui se pose aujourd'hui à Israël et que personne ne pose, et je disais toujours à mes amis palestiniens, vous avez tort de dire toujours ce que vous voulez. Oubliez ce que vous voulez. Demandez aux Israéliens ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Et là, on aurait commencé à avancer. Qu'est-ce qu'on fait avec les 20% ou les 25% de non-juifs qui sont en Israël ? Quel est le projet d'Israël pour Israël ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on fait pour ne pas tous sombrer dans le communautarisme. Or, à l'heure qu'il est, nous y sommes. L'Irak est démembré, la Syrie est démembrée, le Liban est dans l'état que vous savez. Au niveau de la citoyenneté, tout ce monde est dans un état de délabrement total. Donc on ne peut plus compter que sur des intelligences individuelles. Or, Israël a parfaitement intérêt, ça a été dit par plus d'un, qu'une coexistence pluricommunautaire peut devenir explosive pour Israël. Parce que, et c'est la preuve, c'est qu'Israël est en train d'aller vers cette logique de purification. Et c'est ça qui est très dangereux pour les Juifs d'abord, pas seulement pour les Juifs d'Israël, pour les Juifs du monde entier. Et c'est là que je trouve que ceux qui croient être des croisés contre l'antisémitisme sont très souvent des gens qui mettent les Juifs en danger. Il va falloir être très clair, il va falloir vraiment dire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des pays où on va se définir... Moi, je ne veux pas me définir en tant que maronite, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai commencé dès la première seconde à ne pas le vouloir. Donc chacun va dire ce qu'il veut. Si la majorité veut être druze, maronite, chiite, juive, arménienne, etc., et que c'est ça la loi de la majorité, nous irons sur des îles, regarder la mer en attendant la mort. Mais si par hasard il est question d'autre chose, on peut peut-être commencer à parler de citoyenneté et oublier qu'on peut faire des pays fondés sur la religion. Oui. Je suis contre le régime des mollahs et je suis contre tout pays qui se fonde sur la religion et la communauté. Ça ne marche plus. Sauf que le conflit israélo-palestinien a pris une dimension religieuse qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Tous les intellectuels aujourd'hui sont plus ou moins d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, sur un constat de défaite très importante. C'est quoi aujourd'hui ces grains de sable? C'est quoi aujourd'hui cette dissidence? Comment on fait pour sortir de ce sentiment d'impuissance? Est-ce que vous pouvez développer l'un et l'autre là-dessus? On a cru que intelligence et pensée étaient synonymes. Ce n'est pas le cas. L'intelligence, c'est une faculté qui est extraordinaire, qui peut faire qu'on va pouvoir monter dans les étoiles, qu'on va pouvoir tenir des raisonnements pendant des heures sans s'arrêter, etc., etc. L'intelligence, ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui. Ce qui manque, c'est la pensée. Et la pensée, c'est ce qui prend le risque
je tiens beaucoup au mot risque si on veut agir, qui prend le risque notamment de se tromper, mais qui prend le risque de faire le tour de la propriété, y compris en allant là où on va rencontrer de l'animosité. Et c'est ça la pensée, parce que si c'est s'installer très bien équipé intellectuellement pour accumuler, pour thésauriser du capital et pendant ce temps ne pas entendre ce qui se passe en face, ça c'est ce qu'on appelle de l'opportunisme à l'état pur et c'est ce qui est en train de mener le monde à l'heure actuelle. Je pense que la psychologie est trop absente aujourd'hui du domaine politique. Et c'est vrai que la petite échelle aujourd'hui, qui est l'anti-mégalomanie, qui est l'anti-célébrité, qui est l'anti-people, l'anti-tout ça, que les gens... regardez ce que vous avez fait ici ce soir. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment... qui m'a nourri. Et je pense que c'est ça, agir. C'est donner à manger. Moi, je pense qu'il y a des batailles qui doivent être menées, et celle de l'information, de la qualité de l'information, de la vérité historique, ce sont des batailles structurelles dans nos sociétés, et on est en train de les perdre. Moi, j'ai toujours dans mon téléphone une citation d'Hannah Arendt. Je sais bien que ça fait toujours très chic de citer Hannah Arendt, mais elle a dit des choses très pertinentes. Citation qui date de 1973, donc avant Internet, avant tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais je vous la lis, vous verrez. « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. »